Alors, au cours des siècles, la cathédrale de Chartres a été particulièrement épargnée par les iconoclasmes, les destructions révolutionnaires ou les guerres. Elle conserve encore aujourd'hui la quasi-totalité de son décor architectural original, notamment composé d'un exceptionnel ensemble de verrières des XIIe et XIIIe siècles et de 9 portails sculptés, dont le célèbre portail royal en façade occidentale. Depuis sa création au XIIe siècle, celui-ci a néanmoins connu d'importantes modifications, principalement liées à l'altération de la pierre des sculptures et aux diverses restaurations dont il a fait l'objet, parfois de façon très ancienne. Dès avant 1696, date du dessin de la collection Guénière qui le représente, 5 des 24 statues-colonnes avaient notamment disparu pour une raison inconnue. Parmi elles se trouvait très probablement la statue prélevée au XVIe siècle pour être transformée en ange au cadran à l'angle du clocher sud. Par la suite, au XIXe et XXe siècle, le portail a été au cœur de débats passionnés sur la conservation de la sculpture monumentale, avec comme douloureuse alternative soit son maintien in situ en prenant le risque de la laisser se dégrader, soit sa dépose en altérant l'authenticité du monument. À Chartres, l'approche a oscillé jusque dans les années 1960, où après nombre d'interventions de conservation menées sur cet ensemble, la dépose de certaines statues s'est peu à peu imposée au service des monuments historiques, tant leur état de conservation était jugé préoccupant. Pour comprendre les enjeux de cette dépose, de ce choix, et l'état des statues avant leur récente restauration, il convient de remonter un peu le temps jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. En effet, malgré des atteintes plus anciennes, ce moment fut probablement une période active de désagrégation du portail, sans doute en grande partie due au manque criant d'entretien de la cathédrale touchée par l'incendie de sa charpente en 1836. C'est en tout cas la situation que découvrit Jean-Baptiste Lassus quand la restauration de l'édifice lui fut confiée en 1844. L'architecte diocésain est alors plus particulièrement confronté au mauvais état des archivoltes et à l'infiltration d'eau consécutive, peut être déjà aggravée par une contamination par du gypse. Dans plusieurs rapports, il alerte sur l'état alarmant du portail royal et sur le progrès des dégradations entraînant la disparition de draperies, de mains et même d'une tête, et il annonce des accidents irréparables. Dès lors, Lassus entreprend d'importants travaux de restauration sur les couvertures et l'ensemble de la façade, et il tente de consolider les sculptures du portail royal tout en procédant à leur estampage à titre de témoin en cas d'échec. Après avoir projeté l'application d'une cire chaude, il abandonne cette idée en 1854 au profit d'un procédé de silicatisation dit de M. Rochas. Par son approche et ce traitement, Lassus se montre soucieux de préserver la valeur historique et l'authenticité des statues en les maintenant in situ, principe que ne retint pas son successeur Émile Boswillwald, qui en 1857 déposa l'ensemble des claveaux formant les voussures des portails. Au début du XXe siècle, l'érosion de la pierre fut sans doute accélérée par la démolition des maisons canoniales autour de la cathédrale qui formaient comme un écran protecteur. La désagrégation progressive des statues conduisit à 2 nouvelles campagnes au début du XXe siècle, la première en 1926 et la seconde en 1933. Pour autant, une polémique est alors lancée sur l'accélération de la dégradation des sculptures et un projet de dépose de 3 statues les plus altérées germe alors dans les esprits, mais à l'époque sans trouver de concrétisation immédiate, tant une telle hypothèse suscite l'opposition de ceux qui ne peuvent se résoudre à porter atteinte à un si merveilleux ensemble. Dans les années 1960, se pose néanmoins de nouveau la question de l'altération progressive des statues par exfoliation de la pierre, fissuration, chute de fragments de draperie, voire de pieds. Ces dégradations touchent particulièrement les sculptures situées à l'extérieur des portails, les plus exposées aux intempéries, ainsi qu'au ruissellement provenant de la rose centrale et de la dégradation des joints des corniches supérieures. D'autant que les dés sculptés qui protégeaient des eaux pluviales la tête des statues ont alors disparu, sans doute éclatés par le gel. À cela s'ajoute la pollution atmosphérique qui s'est accélérée depuis la fin du XIXe siècle,
avec le développement industriel, l'irruption de l'automobile ou encore le chauffage au fioul. Dans une lettre de juillet 1966, Jean Ferré, inspecteur des monuments historiques, indique que malgré ces cris d'alarme poussés depuis 1961, l'administration a jusqu'ici refusé de prendre en considération l'aggravation accélérée des statues colonnes. Et considérant qu'il n'est plus possible d'attendre, il adresse un devis du sculpteur Main-Ponte en vue de la consolidation de 3 statues très endommagées pour lesquelles il envisage une dépose avec copie à l'identique. Malgré de nombreuses hésitations, c'est finalement cette solution radicale qui va peu à peu s'imposer à Chartres, comme au portail de la cathédrale de Strasbourg au début du siècle et à Reims depuis 1955. Lors de la séance de la délégation permanente de la Commission supérieure des monuments historiques de novembre 1966, Jacques Dupont, inspecteur général, alerte sur l'état de désagrégation du jeune roi du portail sud, dont la partie droite est délitée et pulvérulente, et que seule une dépose soigneuse et menée de toute urgence peut sauver. La commission donne un avis favorable à cette dépose et un crédit d'urgence est débloqué. Réalisée en janvier 1967, la délicate dépose a par ailleurs fait apparaître une cassure horizontale à la hauteur des genoux de la statue et une cassure verticale entre les 2 jambes. Jean Ferré indique par ailleurs que l'état déplorable de la pierre, réduite à l'état de pâte feuilletée, sur certaines arêtes, a occasionné la chute de nombreux petits fragments d'épiderme qui sont tombés en poussière. Il sollicite donc également la dépose d'urgence d'une seconde statue, la plus menacée, la reine de Juda du portail central. De fait, la tête de cette statue était dangereusement fissurée en arrière, le long de son point d'attache avec la colonne, ainsi que la partie saillante du nimbe. Elle fut déposée en 3 morceaux. La dépose de ces 2 premières sculptures suscita une très vive émotion, notamment à Chartres, mais pour autant, la poursuite des déposes est vite apparue inéluctable. Début juillet 1968 sont déposées la statue acéphale du portail nord et celle de l'ange au cadran qui avait récemment perdu son pied gauche. Enfin, quelques années plus tard, les 2 statues situées à l'extrême droite du portail sud sont déposées en 1975. Ces 2 dernières déposes marquent néanmoins la fin d'un parti de restauration qui est vécu comme un véritable traumatisme. Et pour préserver les sculptures encore en place, est alors envisagée une nouvelle intervention de consolidation in situ menée en 1983 par Ottorino Nonformal. Pour remplacer les statues déposées, la commission supérieure fit le choix de la copie en pierre, réalisée par des artistes qualifiés, les sculpteurs Barbier et Bourdet. Quant aux statues déposées, elles ont été entreposées dans la crypte en raison de la stabilité de la température et de l'hygrométrie des lieux. En 1975, elles ont fait l'objet de quelques réparations et d'une présentation sur des consoles en fer plat installées dans la chapelle Saint-Martin. Espérée dans les années 1970, la repose de ces statues n'a jusqu'à ce jour jamais été envisagée, d'autant que l'état de conservation du portail royal ne semble aujourd'hui pas stabilisé, comme l'a montré une étude en 1998 réalisée par Olivier Roland. Bien plus, un projet de présentation dans la salle capitulaire de la chapelle Saint-Pia, dans le cadre de la réouverture du trésor, est actuellement en cours pour mettre à l'honneur cet ensemble sculpté majeur. Afin de permettre le déplacement des sculptures sans risque pour leur conservation et afin d'améliorer leur future présentation, la Conservation régionale des monuments historiques de la région Centre a dès lors entrepris la restauration des sculptures déposées à l'automne 2017, calendrier qui a fort opportunément rendu possible leur présentation préalable dans l'exposition sur le premier art gothique. Mécénée par l'association American Friends of Chartres, que nous remercions pour son soutien, la restauration a été confiée à un groupement de restauratrices dirigé par Amélie Métivier. Je la remercie beaucoup pour son travail sur cet ensemble et je lui laisse le soin de vous le présenter en détail. Bonjour à tous. En préambule, j'aimerais citer et remercier mon équipe, Nathalie Bruyère, Jeanne Cassier, Hélène Dreyfus, Julie Volant et Alice Vallon,
parce que nous n'étions pas trop de 7 cerveaux et autant de paires de bras pour mener à bien cette opération assez complexe. Donc la nature de la demande, elle était double, ainsi que nous avons choisi de le mettre en évidence dans notre titre, puisqu'il y avait la question de l'état de conservation et la question de la valorisation de cet ensemble. Valorisation en 2 temps, puisque les œuvres devaient être déposées d'une part pour être présentées à l'exposition menée par Damien Bernet et Philippe Lanu à Cluny, mais également pour être présentées dans le futur Trésor. Donc la première phase, évidemment, c'est la phase d'observation. Elle présente un mauvais état de conservation, c'est indéniable. Mais la question principale, c'est la cinétique de l'altération, à la fois pour le devenir futur dans l'état normal des choses, et aussi en intégrant la question du déplacement pour l'exposition à Paris. On note sur cet ensemble un faciès qui est assez homogène, donc je vous présente quelques exemples des altérations, et on les retrouvait globalement à peu près toutes sur l'ensemble, avec quelques petites différences que j'évoquerai ensuite. Donc, en général, des fissures plus ou moins profondes, des desquamations que vous voyez ici, là, avec des feuilletages assez importants, de la pulvérulence et de l'érosion, particulièrement sur le jeune roi, et ici des soulèvements de pellicules de pierre. Dans cette lacune-là, on ne parle plus d'épiderme. Ces altérations, elles peuvent être anciennes, puisqu'on note évidemment des traces d'anciennes restaurations. La consultation de la documentation a permis de se rendre compte qu'il y avait toute cette intervention faite par l'entreprise Quélin en 74-75 pour l'installation, mais probablement pas que. On a une petite chronologie, enfin, en tout cas des différenciations de mortiers qui montrent qu'il y a probablement eu des interventions avant celle de Quélin. Donc je vous montre ici la variété des bouchages, comblements et débordements divers. Ici, c'est l'Ange, enfin le Saint-Jean. Là, la céphale avec des solins avec un mortier gris. Ici, la cassure de la reine de Juda et un comblement ici avec au ciment probablement. Et puis l'apothéose ici avec cette épaule droite du jeune roi qui était un millefeuille de fragments de pierre, de différents mortiers et de cols tout aussi diverses. Concernant les traitements au XIXe siècle, il y a cette question de la silicatisation, donc l'application de la méthode du procédé Rochas. Je cite ici l'article de Madame Colette Di Matteo de 1980 ou 81, je crois que j'ai mal noté. Ça consiste à recoller toutes les parties qui se délitent sans l'emploi de goujons et par l'intermédiaire d'un mortier composé de poussière de pierre, complété par une petite partie de chaux hydraulique et délayé dans de la silice qu'il est parvenu, donc M. Rochas, à rendre liquide. Après quoi, on imprègne cette dernière substance toutes les surfaces de la pierre qui se trouvent ainsi pénétrées jusqu'à 7 ou 8 cm. C'est le rapport du 2 juin 1853 qui précise également que le traitement a été mis en œuvre un an auparavant à Notre-Dame de Paris avec Viollet-le-Duc. Il s'agit donc de la première version du produit qui utilise du silicate de soude. Et la deuxième information importante pour la compréhension des phénomènes d'altération, notamment en ce qui concerne les fractures, c'est qu'on a ces 2 campagnes de dépose. La première en 66 et 67 par Mainponte et la deuxième en 74 et 75 par Quélin. Or, ils n'ont probablement pas utilisé la même méthode. Quélin s'est inscrit dans ses mémoires, et on le constate sur les sculptures, il s'agit d'Hildegarde et de Charlemagne, à percer les colonnes pour y insérer une broche pour pouvoir les sortir du portail. Or, c'est les 2 seuls qui ne sont pas entièrement cassés, c'est-à-dire où il n'y a pas de fracture transversale. Elles sont aussi un peu mieux conservées, mais on verra qu'elles n'avaient pas du tout la même position à l'origine sur le portail non plus. En termes de surface, on observe au premier regard la présence de sulfocalcin. Comme vous avez pu voir sur les photos générales, elles étaient très noires, qui est une problématique classique de conservation des sculptures anciennes à l'extérieur. Et puis en cours de travail, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple, c'était un peu plus complexe, puisque
on avait le sentiment qu'il n'y avait pas que de la croûte noire. On avait constaté la présence d'une couche filmogène, mais pas homogène, c'est-à-dire qu'elle partait en petites écailles, mais il y avait quand même des irrégularités à la surface, assez brune, épaisse, une couche beaucoup plus fine, jaune, toutes les deux appliquées sur des surfaces de pierre très usées. Donc, naturellement, pendant le travail, on s'est dit c'est un traitement ancien, mais on a quand même vérifié. Donc, c'est ce que vous voyez sur ces photos faites au microscope USB. Ici, cette couche brune, en dessous de la crasse et une pierre relativement pulvérulente, et puis ces résidus jaunes sur lesquels on s'était dit c'est peut-être du bouche-port. Donc des prélèvements ont été réalisés et analysés par le pôle pierre du LRMH, donc Véronique Vergès-Belmain et Jérémy Hénin, et un autre complément d'analyse par le laboratoire Asley-Conseil qui montre que la couche jaune et la couche brune sont en réalité la même couche, donc probablement une couche d'entretien à la chaux qui s'est beaucoup dégradée et qui contient beaucoup de gypse. Et enfin, quelques traces de silice amorphe qui ont été repérées, ce qui confirmait ce traitement de silicatisation mentionné par les textes. Et enfin, pour comprendre les phénomènes d'altération de ces sculptures, il faut s'intéresser à la contamination saline. Nous sommes dans un contexte concurrentiel. Donc les analyses prévues au stade du devis, elles ont été calculées au plus juste. Donc un dosage des anions pour l'ensemble des sculptures qui doit, à partir des seuils, nous donner une idée de la dangerosité de la contamination. Et pour essayer d'en savoir un peu plus sur la nature des sels, un dosage des cations sur les deux sculptures les plus altérées, le jeune roi et la céphale. Donc on se rend compte que le taux de nitrate est négligeable, que celui de chlorure il est légèrement au-dessus des seuils et que le seuil des sulfates il est correct si on considère qu'il s'agit de sulfate de calcium, ce que semblent corroborer les observations du LRMH. Et aussi la chromato qu'on a fait faire pour essayer de retrouver des traces de fluor, puisqu'il y avait dans les textes mention d'une fluatation, et donc l'IRTF n'a rien donné, mais elle a de nouveau confirmé la présence de gypse. Donc on s'est calé sur les 5% de sulfate pour déterminer le seuil de dangerosité des sulfates. Et le rapport entre les anions et les cations ne nous a permis de rien conclure, parce que les proportions ne sont pas vraiment associables. Sachant qu'on est quand même dans un milieu relativement humide et qu'il est fort probable que les espèces étaient séparées dans la pierre. Essayer de rattacher la position aspective sur les portails pour essayer de comprendre l'état d'altération, mais on ne peut pas vraiment prendre de conclusion. Si on numérote de 1 à 5 l'état d'altération avec 1 le moins altéré, les moins altérés donc, se trouvent au sud. La reine de Juda, qui est quand même pourtant la plus à l'extérieur, la moins abritée par les ébrasements, a finalement un état de conservation qui est quand même moins altéré que le jeune roi et la céphale, qui sont censés être plus abrités. Et l'ange qui n'est pas sur la photo, lui est ouvert aux 4 vents. Et qui portait le numéro 4. Voilà. Donc bon, on le garde à l'esprit. Donc le diagnostic, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ces observations? Les fractures, pour nous, sont probablement liées à la dépose ou ou antérieures, en tout cas liées à l'exposition en extérieur. Ce qui nous alerte sur les conditions de manipulation de ces sculptures, puisqu'il y a quand même la question de la dépose des consoles. Que probablement les anciens traitements, et notamment la silicatisation, ont produit ce faciès très caractéristique de déplaquage en ayant durci la pierre sur quelques centimètres. En fait, on est loin des 7 à 8 centimètres théoriques prévus par le procédé, et qui explique que des plaques entières de pierre se désolidarisent d'un support, du reste de la pierre sous-jacent qui était resté pulvérulent. Et que, évidemment, l'exposition à l'extérieur a conduit à la perte de la tête de la céphale, la télédatération de sa colonne, la disparition des mains de la reine de Judée. Bon, donc on était parti sur l'idée que les altérations étaient globalement stabilisées grâce à la mise à l'abri. Ça, c'était pour l'état de conservation, et qu'il est certain que l'aspect des sculptures n'est pas du tout compatible avec une valorisation, ou en tout cas une présentation.
Donc il a fallu, voilà, je vous ai remis une photo des altérations selon nous liées à la silicatisation. Le traitement maintenant, afin d'y voir plus clair, de toute façon, il faut passer par la phase de nettoyage. C'est ainsi d'ailleurs que tous les prélèvements pour les sels ont été réalisés après. Nous avons opté pour une méthode mixte. Notre expérience a montré que quand on mélangeait le nettoyage par micro-abrasion ou micro-sablage et le laser, on pouvait bénéficier des avantages de chaque technique et minimiser les inconvénients de chaque technique aussi. Et dans ce contexte de pierre poreuse et de présence de sel, certes minime mais quand même présente, il était exclu d'apporter de l'eau et donc pas de traitement chimique. Donc, on a choisi de nettoyer par projection d'abrasif fin en utilisant des paramètres en dessous desquels on sait que la pierre n'est pas altérée. On procède par balayage, on insiste sur aucune zone, sans se préoccuper finalement du niveau de nettoyage à cette première phase, parce qu'on sait qu'après, on va pouvoir revenir avec le laser sur les zones fragiles pour enlever tout ce qui ne serait pas parti au microsablage, du coup ayant une zone d'action au laser relativement faible. Ça, au cours du travail, ça s'est vérifié, ça aurait pu être différent, mais en tout cas, si on avait des risques de jaunissement, ils seraient localisés. Ici, des photos en cours de nettoyage par microsablage. Voilà. À droite, ici, la photo de Charlemagne, où vous voyez cette couche marron, couche brune qui est restée, et qui à certains endroits, quand la pierre n'était pas pulvérulente en dessous, était relativement bien accrochée et donc qu'on a envisagé d'enlever avec le laser. Nous avons utilisé l'EOS Combo qui permet de travailler avec 2 durées d'impulsion différentes et dont un des modes produit moins de jaunissement. Voilà, nous sommes à Chartres. La question du jaunissement induit par le laser est une réalité assez prégnante. Donc nous avons réalisé de nombreux essais en faisant varier les paramètres. Dans la série des prélèvements faits pour le LRMH, il y en avait un avant et après nettoyage pour essayer d'avoir un début d'évaluation du nettoyage. Sur certaines zones, on a allégé cette couche grâce au mode SFR, c'est-à-dire il l'a allégée et éclaircie. Donc il y a quelques endroits où on n'est pas allé plus loin et où on l'a conservé. Ici, vous avez un peu les détails des différentes étapes donc, de Charlemagne ici, avant traitement, après microsablage. Là, en fait, les contrastes de la photo ne sont pas très importants, mais ça correspond à la photo que je vous ai montrée là, ici, après sablage. Ensuite, après laser, vous voyez qu'il y a quand même encore une petite ombre à cet endroit-là. La couche brune, elle a été juste amincie. Et enfin, la photo après nettoyage. Et on a considéré qu'il y avait certaines zones, comme un visage, par exemple, où il était nécessaire de l'éliminer complètement, y compris avec un très léger jaunissement. Par ailleurs, cette pierre n'est pas blanche. Voilà. Et ensuite, travail sur la structure. Un certain nombre de comblements qui ont été éliminés parce qu'ils nous gênaient pour accéder à des zones plus fragiles de la pierre et pouvoir réaliser des injections qui soient efficaces. Il y avait beaucoup de zones qui sonnaient creux. Beaucoup de millefeuilles, comme le décrivait Lassus. C'est surtout le cas du jeune roi et de la céphale. Donc on a opéré des infiltrations de coulis chargées dans ces fissures et enfin des ragréages et des bouchages. Et pour ce qui est des comblements, il y a eu un vrai tri qui s'est fait sur l'élimination ou juste la diminution en fonction de s'ils étaient durs, s'ils étaient débordants et de la fragilité de la pierre autour. Et pour ceux qui ont été conservés, il y a une retouche qui a été réalisée. Le jeune roi a quand même continué à nous poser des questions de conservation parce que l'état de la pierre nécessitait une consolidation importante. En présence de sel, c'est une problématique un peu inquiétante. Il a fallu imprégner de grandes zones. Donc, nous savions que dans le trésor, les conditions climatiques ne devraient pas aller vers une humidité relative plus sèche
Au contraire, ce qui minimise évidemment les risques de mouvement. Cependant, par mesure de précaution, nous avons réalisé un dessalement par compresse après consolidation, parce que ce n'était pas possible d'appliquer des compresses sur cette pierre avant, en attendant évidemment les 3 mois nécessaires à la disparition de l'effet hydrophobe du silicate d'éthyle. Et à ce titre, je voudrais remercier la DRAC pour son anticipation, parce que ça n'aurait pas été possible de changer d'avis en cours de traitement si on n'avait pas eu une année devant nous. Voilà. Et ceci nous amène à l'avis qui nous avait été demandé quant à la demande de prêt du musée Cluny et à la question de la dépose. Donc, la contrainte mécanique de ces sculptures, c'est qu'elles sont très hautes et qu'elles sont étroites. Donc la descente de leur console est déjà une étape assez délicate qui pourrait se résoudre avec une question d'élingage assez précis, simplement avec des dispositifs d'échappement des plis. Mais pour les sortir de la crypte, il faut les coucher et c'est là que c'est plus compliqué. Donc pour que cette opération se conduise dans les meilleures conditions, il a été proposé de les coucher dans leur caisse de transport. Et je remercie aussi la RMN et le musée de Cluny sur le phasage parce que ça a pu se mettre en place. Le marché de transport, ce n'était pas la DRAC qui s'en occupait, ce n'était pas non plus le musée de Cluny, de façon à ce que les caisses qui de toute façon allaient servir à les relever une fois arrivées dans le musée puissent être livrées à temps pour la dépose. Cependant, la deuxième question qui se posait, c'était cette multiplication des manipulations, et il nous a semblé qu'une solution sage serait d'exclure les 2 plus fragiles et les 2 plus contaminés par les sels, rapport au changement de climat, c'est-à-dire la céphale et le jeune roi, ce qui a été accepté en collégialité aussi bien par les commissaires, que je remercie aussi pour leur écoute, et la conservation régionale. Voilà. Nous avons également réalisé la dépose, alors voilà les photos après restauration, donc la céphale et le jeune roi toujours dans leur caisse à l'heure actuelle. Nous avons donc réalisé également la dépose, les photos après traitement des zones feuilletées que je vous ai montrées avec les injections et surtout les solins de consolidation. À droite, c'est pas tout à fait terminé puisque c'est le jeune roi. La dépose très rapidement, il a fallu habiller le sol intégralement pour pouvoir rouler. Vous voyez que les contraintes d'espace sont assez fortes avec des voûtes, avec des hauteurs de plafond qui varient. Et ensuite la mise à l'horizontale des caisses pour qu'elles puissent être évacuées en sécurité. Et voilà, l'écoute s'est poursuivie jusque pendant l'installation, puisque Nathalie Bruyère a procédé à l'installation des sculptures à Cluny. Et le résultat de l'exposition nous a beaucoup consolés, des nombreuses angoisses et des cauchemars préalables à cette opération. Et enfin, je conclurai sur la petite découverte du chantier de restauration, puisque sur la sculpture dite de garde, des restes non négligeables de polychromie ont été retrouvés sur la colonne, un joli bleu, et entre les pieds, au moins 2 campagnes de rouge sur une sous-couche noire. Voilà. Au-delà de la nécessaire intervention en conservation, c'est à vous. Oui, de votre conclusion, donc il faut dire qu'au-delà effectivement de la nécessaire intervention en conservation, la restauration de ces statues déposées du portail royal et leur exposition actuellement au musée de Cluny et très bientôt dans le trésor de la cathédrale de Chartres offre aujourd'hui l'opportunité de redécouvrir la qualité et la finesse de ce jalon insigne de la sculpture médiévale, malgré l'étendue des dégradations qu'il a connues par le passé et dont vous avez pu voir quelques images. Pour autant, leur histoire pose, comme on le disait en introduction, encore aujourd'hui la question de la délicate et récurrente alternative qui s'offre au service des monuments historiques, soit de conserver une sculpture monumentale en place, malgré les risques liés à son environnement, soit de l'arracher à son édifice pour la préserver, en faisant perdre un peu d'authenticité au monument. De fait, à Chartres, le portail royal ne conserve plus aujourd'hui, sur les 24 statues-colonnes d'origine, que 14 sculptures originales, 5 colonnes lisses rapportées au milieu du XIXe siècle et 5 copies du XXe siècle réalisées après la dépose. Et si toutes ces déposes, comme d'autres ailleurs, ont été réalisées avec l'espoir sincère de remettre un jour en place les sculptures, les incertitudes qui pèsent encore aujourd'hui sur la conservation des œuvres en place rend ce retour en arrière peu probable à ce jour. Ceci explique sans doute qu'aujourd'hui, les déposes d'œuvres aussi emblématiques restent rarissimes et qu'elles suscitent un légitime débat
Comme on témoigne sur une question un peu plus pointue, la récente journée d'études organisée à Moissac sur la question des dessalements et de l'opportunité ou pas de déposer certains éléments pour les dessaler. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Bien, nous avons cette chance inouïe d'avoir 25 minutes de discussion possible. Je vais demander aux intervenants de ce matin de revenir. Jacques, Michael et Clément, puisque je pense qu'il y a eu quelques frustrations dans la question ce matin. Donc il va peut-être falloir prendre la chaise en même temps. Oui. Vous voulez que je grossisse ? J'ai une remarque, je commence par Chartres, je reviendrai peut-être un peu sur d'autres. Pour Chartres, j'avais d'abord une remarque et puis une question. Une remarque qui est un peu générale comme ça, c'est le fait d'employer ces termes, alors c'est un peu en dehors de la question qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est le fait d'employer les termes de ces statuts colonnes par des noms propres, de Garde Chabat, que je comprends très bien, mais je voudrais juste redire pour le grand public qui éventuellement serait là et ne serait pas, je suis sûr que si tout le monde a compris, mais je rappelle quand même que ce sont des noms de conventions donnés au 19e siècle, qui sont très utiles, là, je pense, pour vous, parce que plutôt que de dire le roi 1, le roi 2, la reine... Ou le numéro d'inventaire, encore pire. C'est évidemment beaucoup plus sympathique de dire le jeune roi, Charlemagne, etc. Mais je rappelle quand même que ce sont des noms de conventions qui ne correspondent à rien, enfin, surtout dans ce cas-là. Donc c'est important quand même de le redire un peu pour que ça ne reste pas ensuite dans les esprits. Voilà, c'était juste une remarque liminaire. Puis ma question est la suivante, c'est sur cette couche d'entretien à la chaux. Est-ce que comment dire, l'éventuelle stratigraphie, il y en a une mais qui est compliquée, la preuve c'est que les résultats de l'RMH étaient un peu, vous ont surpris, enfin sont vraiment intéressants par rapport aux questions que vous posiez. Est-ce que éventuellement quand même la chronologie permet de voir que la sylvitisation vient après? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une couche d'entretien dont on est sûr, et on peut l'imaginer qu'elle est de l'Ancien Régime? Voilà, c'est en un mot ma question. A priori non, parce que les traces de silice étaient en dessous. Ouais. Parce que c'est pour ça d'ailleurs, elles étaient. Alors, il faudrait que je revoie les coupes, mais elles étaient vraiment directement sur la pierre. C'est pour ça que spontanément je vous réponds en dessous, mais si ça se trouve c'était une zone où il n'y avait pas le badigeon. C'est compliqué, sachant que par ailleurs, même pour la question des sources. Il y a un souci, c'est-à-dire qu'il y a certains textes qui disent qu'il y a eu un fluatage. Colette Di Matteo dit non, ça a été refusé par la commission. Donc en plus, on n'est pas absolument certain, d'une part, que les traitements ont été faits, et surtout, on ne sait pas sur quelles œuvres ça a été fait, parce que c'est fluatage ou cicatisation sur le portail. Donc ça reste quand même à prendre. Nous, on s'est appuyé dessus pour notre diagnostic, parce qu'il y a un moment où il fallait qu'on conclue. Mais ça reste quand même ça reste des hypothèses. C'est vraiment intéressant parce que je me posais la question du traitement à la chaux, qui est effectivement qu'on attend assez facilement dans l'Ancien Régime, notamment à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et là, on manque beaucoup, c'est une chose que je voudrais dire, c'est qu'on manque beaucoup de renseignements sur ces traitements de l'époque moderne, monochromes, sans intérêt, entre guillemets, et en fait, ils sont très importants pour la compréhension de ces œuvres. Donc, je me demandais si là, il y avait un élément chronologique. Alors, je ne l'ai pas évidemment observé sous cet angle-là, donc il faudrait que je revoie le rapport en me posant cette question comme vous la formulez, mais de fait, on a quand même... S'il y a des éléments de réponse, on les a. C'est juste que pour l'instant, je ne m'étais pas du tout posé cette question. En revanche, sur deux autres portails, que ce soit à Saint-Denis, le badigeon est attesté en 1770, donc là il est manifestement ancien régime, et au portail central de l'église Saint-Ayoul de Provins, on avait 3 épaisseurs de badigeons successifs, tous antérieurs à la Révolution. Donc certains ont pu même être datés, enfin le premier d'entre eux a pu être daté après les dégradations des guerres de religion. Donc on est entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
tout cas, pour ces 2 portails, la chose est certaine. Je crois que vous avez pleinement raison. Saint-Denis, là-dessus, est un laboratoire privilégié. Je crois qu'on a intérêt à bien observer l'évolution de la sculpture funéraire, qui a eu assez abondante et qui a le mérite d'avoir été assez bien étudiée et surtout protégée des intempéries, où on voit très bien l'évolution de la sculpture funéraire avec une polychromie très particulière qui tend à disparaître dès avant la fin du Moyen-Âge. Qu'il y ait une analogie de l'œil entre cette sculpture funéraire et celle des portails ne serait pas inenvisageable. J'ajoute que la pierre, on l'a un peu oublié, a toujours été considérée comme un ouvrage, un matériau précieux. Et que cette préciosité, aujourd'hui, elle s'est banalisée, mais quand on voit le traitement des ivoires et comment les ivoires sont rehaussés de couleurs sans jamais être intégralement peints, on a peut-être une analogie à trouver dans les portails de cette manière. Michael rappelait tout à l'heure que dans les descriptions que donne Suger, les vantaux des portails en ivoire ou en bronze font l'objet de plus d'attention et de description que les sculptures. Il n'empêche que les sculptures devaient sans doute accompagner le même degré de rapport entre le matériau original et la polychromie. Est-ce que je peux intervenir par rapport à ce qu'a dit M. Boursier tout à l'heure sur Saint-Denis, en remarquant que les chefs-d'œuvre de cette façade de Saint-Denis, qui sont les colonnettes qui sont dans les ébrassements, qui sont presque enchâssées comme une pierre précieuse dans leur écrin, étaient probablement laissées en état. Et ce qui se comprend à Saint-Denis, on a, puisque Michael a montré qu'il y avait des renforts en marbre noir de Tournai à l'époque du sujet, il y a sans doute cette pierre selon un polychrome, il y a la mosaïque, n'oublions pas qu'il y avait une mosaïque sur cette façade, il y a les portes de bronze, et je pense qu'on a sans doute joué sur absolument toute la possibilité, tout l'art, toute la gamme, depuis la pierre simplement, mais c'est tel quel qui est un magnifique pied de Paris, jusqu'à la pierre noire, en passant par toutes les possibilités. Et je pense qu'il faut effectivement réfléchir à ce que tout n'est pas forcément peint, et les choses interagissent entre elles probablement. D'autres questions? Évaluer ce qui avait motivé les choix de restitution, de transformation, et savoir si on a véritablement en base des éléments d'une méthodologie de restauration assez provocateur.
Si je comprends bien, donc votre question, quel est l'état de la documentation qu'on a sur les interventions anciennes c'était peut-être pour Saint-Denis? Pour les différentes présentations, mais ce qu'on a pour comprendre et qualifier les restaurations du 18e et 19e siècle, et dans quelle mesure elles font l'état d'une méthodologie, d'une observation, d'une authenticité à cette période-là. D'accord. Pour Chartres, au XVIIIe, ma connaissance, nous n'avons pas de documentation particulière. Pour le XIXe siècle, donc on a quelques éléments transmis par la SUS, mais une partie des ressources que l'on est perdue, n'est pas disponible aujourd'hui. On a un certain nombre de rapports. En termes de méthodologie, en revanche, à Chartres, je trouve qu'on voit bien la différence d'approche entre la SUS et son successeur, Boswilwald. Donc, j'ai essayé de mettre en avant tout à l'heure, c'est-à-dire que la SUS, on voit bien qu'il est partisan du maintien in situ des statuts, autant que faire se peut, et donc il a cette double approche, d'une part de prévoir un estampage, et ça je trouve que c'est vraiment assez remarquable pour l'époque, un estampage pour garder une trace archéologique en fait de l'état des sculptures au moment où il intervient sur cet ensemble. Donc il le garde vraiment, et c'est dans ses rapports très clairement indiqué qu'il les estampe à titre de témoignage pour les générations futures de l'état des statues à un moment donné. Mais pour autant, malgré l'état déplorable, vous avez vu un petit peu ces rapports vraiment très très alarmistes, malgré cet état déplorable, il tente le tout pour le tout avec différentes méthodes. En passant d'une méthode à l'autre, il imagine cette cire et ensuite il fait le choix du procédé Rochas. Il s'inspire en cela aussi des expérimentations qui ont à ce moment-là eu lieu à Notre-Dame de Paris, avec Viollet-le-Duc également. Et voilà, il donne, il a en tout cas cette approche très, très marquée par la volonté de conserver les statues en place. Ça, c'est sa méthodologie de travail. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et donc, quelques années après, son successeur dépose en revanche les archivoltes. Et ça, c'est d'autant plus étonnant que l'état des sculptures n'est pas forcément aussi alarmant que les statues colonnes qu'on a pu voir. Donc, le voussoir qui est présenté à l'exposition est certes abîmé, notamment dans son état de présentation, n'est pas forcément merveilleux. Alors c'est un des mieux conservés néanmoins, mais il n'y a pas forcément de problèmes structurels ou de problèmes de conservation majeurs qui imposaient absolument sa dépose. Et d'ailleurs, ceci explique sans doute qu'en dans les années 1930, la commission supérieure a réfléchi à un projet de remise en place des voussoirs originaux à la place des copies réalisées au XIXe siècle. Alors ce projet a obtenu un avis favorable de la commission supérieure, mais le contexte, on était en 1937, le contexte de la guerre qui a suivi a empêché cette remise en place. Mais voilà, ça permet de voir les atermoiements de choix par rapport à ce portail au cours des siècles. Je crois que les différentes recherches qui sont menées actuellement nous amènent à une lecture critique des rapports et des documents anciens relativement récents. Après la découverte des devis qui concernaient les portails, les façades de Saint-Denis en 1770, il y a eu un œil relativement critique de ces devis qui étaient vus comme finalement de la facturation d'entrepreneurs, c'est-à-dire quelque chose de pas très crédible. L'examen des portails a permis de valider la valeur de ces devis jusqu'au détail même des interventions. Quand on parle de ravalement, c'est un ravalement. Quand on parle de dépose-repose, c'est une dépose-repose. Finalement, ces documents qui nous semblaient très approximatifs sont apparus assez fiables. L'autre l'autre œil critique qui est à apporter, c'est c'est sur les rapports de dégradation. Il est inéluctable que tout maître d'œuvre, tout propriétaire, comme tout abbé d'ailleurs, ou tout évêque au Moyen-Âge, force le ton sur la dégradation. Quand on parle de certains incendies au Moyen-Âge qui ont motivé la reconstruction de telle ou telle cathédrale, et qu'on en voit à peine quelques traces archéologiques rougies sur quelques pierres, on a forcé le ton à lire les rapports du 19e siècle sur Chartres. On croit que tout va disparaître, il en reste quand même un peu quelque chose. Donc là-dessus, il faut savoir prendre un tout petit peu de
de distance avec ces analyses qui vont jusqu'au XXe siècle. Hein. On est encore tous concernés. Un état de ruine n'est pas toujours aussi ruinesque qu'on veut bien le prétendre. Surtout sur la documentation du XIXe siècle, il est intéressant de voir que ce qui nous semble aujourd'hui être parfaitement fiable ne l'est pas. Je rappelle que la plupart des photographies du XIXe siècle sont toutes retouchées. Et un document qui nous paraît opposable au tiers, parfaitement authentique, il faut remonter aux plaques de verre pour voir à quel point la plaque de verre a été intégralement retravaillée au point de faire disparaître certains détails gênants, jusqu'à des portes au sein d'une architecture, ce qui n'est pas négligeable. Donc attention, ne soyons pas trop crédules d'éléments qui nous paraissent objectifs. Ils ne le sont pas. De même, l'attention portée aux attachements et à la documentation du XIXe siècle est à peu près proportionnelle au coût des ouvrages. Donc vous avez beaucoup de documentation sur la pierre remplacée, sur la sculpture qui est faite. Vous en avez très peu sur la silicatisation, parce que ça ne coûtait rien. Alors occasionnellement, sur certains grands monuments, on en a parlé, et vous avez la chance à Chartres d'avoir de la documentation là-dessus. J'observais qu'à Fontainebleau, des campagnes entières de silicatisation ont été faites quasiment en douce sur le chantier, parce que ça coûtait le prix d'un badigeon. Finalement, on a fait opérer le maçon avec ce qui paraissait à l'époque être une recette miracle, et ça ne figure en rien dans la documentation pourtant abondante sur ces bâtiments. Donc même chose pour Blois. Donc il y a un véritable apprentissage de la critique des documents sur la restauration. Rappelez-vous ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fameux grattage des sculptures qui a fait croire pendant un siècle que tout l'épiderme de ces sculptures avait été refait. Non, ce n'est pas une réalité. Je rajouterais que je pense que ces journées montrent qu'il est nécessaire de croiser les approches, c'est-à-dire la recherche en archives, ce que nous voyons sur le chantier, la discussion avec les scientifiques, de re-regarder les stratigraphies avec un autre œil, par exemple. Je crois que ça me paraît capital si on veut espérer approcher un tout petit peu la vérité. En dehors du fait que ce que tu viens de dire me semble une très belle conclusion de cette matinée, y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires? Je ne vois pas de main se lever. Donc je vous propose... Une question très quand même. Oui. À Chartres, par exemple, les statues anciennes qui n'ont pas été déposées, celles qui ont été retraitées par Dorino Don Farmalet, est-ce qu'on voit des mouvements? Est-ce qu'elles bougent encore? Est-ce qu'il y a encore des risques ou des choses à peu près stabilisées? Je peux peut-être laisser la parole à Olivier Roland qui a fait une étude en 1998 et qui a montré effectivement que les choses n'étaient pas stabilisées. Vous voulez un bout de micro? Ce qu'on peut dire du portail royal à Chartres, comme d'ailleurs de Moissac, c'est que le traitement de non-farmal a modifié beaucoup le comportement de la surface de la pierre par rapport à l'eau, c'est-à-dire qu'elle est restée très hydrophobe, mais qu'elle n'a pas changé autant qu'on le craignait, en fait, le comportement de la pierre vis-à-vis des sels. Je dirais qu'à Moissac, ça tombe en poudre au lieu de tomber, ça tombe en plaque au lieu de tomber en poudre, mais ça continue de tomber. Et qu'à Chartres, ça continue de se desquamer en grosse épaisseur, à une profondeur dont le labo des monuments historiques a montré qu'elle n'était pas liée en fait au traitement de non-farmal, c'est-à-dire que la desquamation se produit plus profondément. Voilà. Apparemment non, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Peut-être ajouter que donc, la dernière étude datant de 98, en 2019, nous allons faire un état des lieux de justement comparaison entre l'étude de 98 et l'état actuel.